Bonjour à tous, je suis Caroline Ségara et je vous présente Face S numéro 4 consacré à chapeau melon et bottes de cuir. Et pour cela, nous avons fait le déplacement tout spécialement jusqu'à Londres. Alors nous allons rencontrer notre spécialiste sur la série Chapeau melon et bottes de cuir. Il s'agit de Steed 3003 et je constate qu'il est déjà là. Venez avec moi. Bonjour Steed 3003, ça va bien? Bonjour, très bien et toi? Mais ça va très bien, on va pouvoir commencer l'interview et regardez où nous sommes. Nous sommes devant la maison de John Steed. C'est la maison originale de la série Chapeau melon et bottes de cuir. En 1961 apparaît à la télévision The Avengers, qui sera traduit en France par Chapeau melon et bottes de cuir. La saison en noir et blanc met en vedette le Dr Kill et Steed n'est que son assistant. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un spécialiste de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Il s'agit de Steed 3003. Bonjour. Bonjour. Et on va lui poser plein de questions parce que comme il connaît bien la série, il va pouvoir nous répondre. Concernant tout d'abord donc la genèse de cette série télé, commencée en 1961, elle était en noir et blanc. Elle a été créée par Sydney Newman et Leonard White, avec Ian Hendry en vedette dans le rôle du Dr Kill et Patrick Macnee, qui était seulement en second couteau en tant que John Steed. Est-ce que tu peux donc nous expliquer cette première saison et surtout le drame en fait, qui a donné le titre à la série en version originale, qui est donc The Avengers, et la façon dont elle se démarque par rapport aux autres saisons? Alors donc au départ, Chapeau melon et bottes de cuir, ça a été créé principalement pour l'acteur Ian Hendry, qui avait fait une série très populaire à l'époque qui s'appelait Police Surgeon. Et donc cette série a d'abord été créée pour lui, et donc pour le personnage de David Kill. Et comme tu disais, en effet, John Steed, Patrick Macnee au départ, c'est un second couteau, c'est pas le premier rôle. Et l'origine de la série du titre The Avengers, les Vengeurs, c'est parce que la fiancée du Dr Kill se fait assassiner au premier épisode, et donc celui-là va chercher à la venger. Avec l'aide donc d'un agent, on ne sait pas trop pour qui il travaille au départ, qui est donc John Steed, Patrick Macnee. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, pourquoi la série, elle a eu un succès immédiat, a priori, non? Ou alors c'est venu au fur et à mesure des épisodes? Alors au départ, la première saison a eu un succès suffisant pour commander une deuxième saison. À la fin de la première saison, Ian Hendry n'a pas souhaité continuer, il voulait consacrer sa carrière au cinéma. Et c'est surtout à partir de la deuxième saison, et notamment avec l'arrivée de Cathy Gale, que la série va devenir très populaire, pour le moment seulement au Royaume-Uni. Au départ, sur les saisons 2 et 3, c'est très populaire, mais seulement au Royaume-Uni. Est-ce qu'il manque des épisodes? Parce que la question est, penses-tu qu'on pourra un jour retrouver intégralement les épisodes de cette saison? Ça veut dire que potentiellement, il en manque? Exact, oui, parce que donc les saisons 1 à 3 de Chapeau melon et bottes de cuir, c'était tourné, ce qui peut paraître fou aujourd'hui pour de la fiction, mais c'était tourné en direct. C'est-à-dire que c'était quasiment du théâtre filmé en direct, où les gens changeaient de décor, de plateau, tout était fait en direct. Et beaucoup d'épisodes de la saison 1 n'ont pas été conservés parce qu'en fait, ils utilisaient la pellicule pour enregistrer, pour mettre d'autres épisodes, d'autres séries en direct. D'accord, alors c'est un petit aparté, mais il me semble qu'il s'est passé exactement la même chose pour Doctor Who. Les tout premiers épisodes étaient filmés de la même façon et du coup, ils les ont pas. C'est quand même un peu dingue de se dire qu'une chaîne nationale réenregistrait par-dessus. Ça m'avait beaucoup amusé à l'époque où j'avais su. Et je me constate que voilà, il y a plusieurs séries qui ont subi la même chose. Nous allons maintenant parler de Brian Clemens. Est-ce qu'il figurait dans le cast dès le départ ou est-ce qu'il arrive un petit peu plus tard dans la série?
Alors tout à fait, il écrit dès le deuxième épisode qui s'appelle Brought to Book. Brian Clemens est scénariste, mais sur les saisons 1 à 3, il contribue principalement en tant que scénariste. C'est véritablement à partir de la saison 4 qu'il va arriver à avoir un véritable rôle de producteur exécutif de la série, où il va vraiment prendre des décisions artistiques qui touchent l'ensemble de la série. Donc au départ, il est simplement scénariste sur quelques épisodes. C'est avec la deuxième saison et Cathy Gale que Steed passe au premier plan. Très différente des autres, la série est pourtant lancée. Alors concernant la saison 2, maintenant qu'on a bien compris ce qui se passait sur la saison 1, on va parler de Cathy Gale, donc, qui est interprétée par Honor Blackman, qu'on a pu voir donc, dans Columbo et James Bond. Donc déjà voilà un beau CV. Et on va parler aussi donc, de la saison 3, où on retrouve le look définitif de John Steed, qui va rester du coup le même tout le reste de la série. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tous ces changements et par qui ou pourquoi est-ce qu'ils ont été faits et l'impact sur la série? Donc suite au départ de Ian Hendry, les scénaristes vont d'abord avoir 3 personnages sur la saison 2. Il y a un premier personnage qui est le Dr King, déjà qui annonce Tara King mais qui n'a aucun rapport familial avec elle, et qui va être un personnage assez proche donc du docteur de la première saison de Ian Hendry. Il va y avoir un deuxième personnage qui est une chanteuse qui s'appelle Venus Smith, qui est un personnage féminin assez classique. Et il va y avoir le troisième personnage dont tu me parles, qui est Cathy Gale, interprétée par Honor Blackman, et qui elle va véritablement s'imposer. Donc dans les épisodes qu'elle va faire sur la saison 2, il va être donc le personnage permanent pour la saison 3. And to you, my dear, and many of them. Quant au style de John Steed, c'est vrai que sur les premières saisons, il a un peu un style un peu polar, classique. Et c'est vrai que lui, Patrick Macnee, va vraiment mettre beaucoup de lui-même pour lui imposer cette sorte de style british, gentleman anglais, qui était vraiment lui, quoi, qui était sa personnalité. Donc c'est vraiment Patrick Macnee avec également Brian Clemens qui va contribuer à l'évolution très importante du personnage pour atteindre ce qu'on connaît nous aujourd'hui, notamment voilà, ce qui va être complètement dessiné plus dans la saison 3, vraiment dans la saison 4 et dans les saisons suivantes. Mais c'est réellement en 1965, avec la 4e saison, toujours en noir et blanc, avec l'apparition d'Emma Peel, que la série va décoller et sera connue du monde entier. Je crois que justement, a priori, on va en parler de cette saison 4. Elle était déjà en noir et blanc à l'époque. Enfin, tout ça, c'était en noir et blanc, a priori. Mais sur support film. Mais sur support film, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que donc, les épisodes des saisons 1 à 3 sont tournés en support vidéo, donc en direct, comme je te disais. Et sur la saison 4, ils vont être sur du support 35 mm. Aujourd'hui, donc, le support 35 mm, c'est un support qui contient en lui jusque de la 6K, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent remasteriser, par exemple, Chapon les bottes de Kir en 4K, ils peuvent le faire. Comme ils l'ont fait d'ailleurs déjà en HD, ils ont fait des belles remasterisations. Et donc voilà, c'est vraiment une image impeccable. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le gros changement par rapport aux saisons précédentes, même si on reste en noir et blanc. Mais il y a vraiment un vrai apport du support film qui vraiment apporte une vraie richesse qu'ils ne pouvaient pas avoir avant quand ils tournaient à la fois en direct. Et au niveau de la qualité de la réalisation, des lumières, etc., du montage, voilà, là on passe vraiment dans une autre dimension. Dans cette saison 4, l'un des plus gros changements, c'est l'apparition de Emma Peel, interprétée par Diana Rigg, donc qui devient la partenaire de John Steed. Et il y a donc un fameux générique qui arrive à ce moment-là également, qui est celui le plus connu de tous, en fait, de tous les fans. Qu'est-ce qui le rend si particulier par rapport aux autres et concernant Emma Peel aussi, qu'est-ce qui la rend si différente? Alors oui, en effet, donc pour les saisons 1 à 3, c'est Johnny Dankworth qui était le compositeur et qui a fait le générique un peu oublié aujourd'hui. Et le véritable générique dont tu parles et que tout le monde connaît aujourd'hui, celui qu'a fait donc Laurie Johnson à partir de la saison 4.
Et pour Emma Peel, donc là c'est vrai que par rapport à Cathy Gale, ils ont rendu le personnage encore plus sexy, un peu plus féminin. C'est vrai que le personnage de Cathy Gale, et c'est ce que disait d'ailleurs Diana Rigg, disait en fait pour Cathy Gale, ils sont pas trop embêtés, ils ont juste repris les scénarios qu'ils avaient écrits pour des hommes, ils ont juste mis son nom à la place. Au final c'était voilà. Et là vraiment, tout en gardant la force du personnage, ils vont complètement embrasser le côté féminin. Et c'est vrai que Diana Rigg est vraiment exceptionnelle dans ce rôle, ça va devenir une vedette internationale très rapidement et qui va faire voilà, qui va vraiment devenir un sex symbole, voilà, excuse-moi, un sex symbole dans le monde entier dans les années 60. Oui, j'ai cru voir des photos très sexy de la demoiselle sur internet. À l'époque, ouais, en tout cas, elle était voilà, jeune. Parce que bon, maintenant, elle a quel âge maintenant? Oh, je crois qu'elle a plus de 70 ans maintenant. Mais elle va bien sa carrière, je vois qu'elle connaît un beau succès avec Game of Thrones. Exactement ce que j'allais dire. Oui, les gens la retrouvent, parfois les gens la reconnaissent pas parce que je crois qu'elle filme beaucoup la pauvre, donc c'est pas bien de filmer. Mais bon, moi je trouve elle reste, pour moi c'est une des meilleures actrices anglaises, même à ce jour aujourd'hui, Diana Rigg. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est après être passé en couleur à la saison 5, avec le départ d'Emma Peel et l'arrivée de Tara King, que la série s'achèvera avec une unique saison, la numéro 6. On va maintenant parler de la saison 5 qui passe à la couleur. Donc sur la 4 on est en noir et blanc, on arrive à la 5 on est en couleur. Et sur la saison 6 on voit donc arriver Tara King qui est interprétée par Linda Thorson. Et c'est la fin du show en 1969. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Et puis bon, le départ de Diana Rigg, l'arrêt de la série, tout ça. Triste jour de 1969. Pourtant c'est l'année érotique. Alors, donc pour revenir à ta première question qui était le passage à la couleur, c'était une des demandes de la chaîne américaine qui était ABC, qui existe toujours d'ailleurs, de l'époque. Ils disaient oui, on est intéressé par la série, parce qu'ils voyaient que la saison 4 connaissait encore un succès extraordinaire ici au Royaume-Uni, mais nous on a besoin de la couleur. Même si c'est vrai qu'à l'époque au Royaume-Uni, il y avait très peu de gens qui étaient équipés. Aux États-Unis, il commençait à y avoir une majorité de foyers qui étaient équipés en télévision couleur. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est vrai que les Anglais ont vu la saison 5 en noir et blanc, même ça a été produit en couleur, parce qu'une majorité d'entre eux n'avaient pas les téléviseurs en couleur. Donc c'était principalement pour le marché américain qu'il y a eu ce passage à la couleur. Ensuite, pour le départ, Diana Rigg, donc, elle a fait 2 saisons, elle a fait la saison 4 et la saison 5, saison 5, je pense que c'est la plus connue de la série aujourd'hui pour une majorité de téléspectateurs. Elle est partie tout simplement parce qu'elle voulait reprendre sa carrière au théâtre. Voilà. Elle pensait qu'elle avait fait le tour du personnage. C'est vrai que c'est une actrice de formation très classique, donc pour elle, ce qui l'intéressait plus, c'était les rôles, voilà, au-delà du succès et des aspects financiers. Elle avait un peu une conception artisanale du métier. Elle voulait revenir à ce qui lui faisait le plus plaisir, et ce qu'elle a toujours fait, même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre, qui a vraiment été sa priorité dans sa carrière d'actrice. Et ensuite, donc pour la saison 6. Donc pourquoi la série s'est arrêtée? C'est tout simplement à cause de la concurrence et parce que il y avait un programme qui marchait très bien sur NBC, c'est un programme comique que tout le monde a oublié aujourd'hui qui s'appelle Rowan and Martin's Laugh-In, voilà, qui est cartonné et qui a fait une grosse chute de l'audience pour la saison 6. Et comme la chaîne américaine qui était un des principaux financiers de la série dit non, nous on arrête, malheureusement, malgré le succès en Europe, la série a dû s'arrêter, tout simplement. C'est triste, c'est triste.
La série reviendra une dernière fois en 1976, intitulée The New Avengers. Steed aura avec lui 2 nouveaux compagnons, Purday et Gambit. Ces 2 ultimes saisons marqueront l'arrêt définitif de la série. Et du coup, il aura fallu attendre 7 ans pour le retour des New Avengers. Du coup, on a légèrement modifié le nom de la série en 1976 avec Purday, qui est donc interprété par Joanna Lumley, et Gambit, interprété par Gareth Hunt, qui donc est aux côtés de Patrick McNee, toujours en John Steed. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ce retour a pu se faire? Et apparemment, la même chose s'est passée pour les professionnels plus tard. J'ai des indices sur les documents, c'est trop bien. Donc pour les New Avengers, faut dire qu'il y avait 2 personnages. Il y avait John Steed et Tara King qui étaient toujours très populaires en France. Et donc une marque de champagne qui était Perrier a eu l'idée de faire une petite pub avec eux. La pub a très très bien marché. Donc je vous disais, ma chère, que Laurent Perrier est un champagne qui... Vous attendiez du monde. Ne m'en veuillez pas si je vous laisse régler les détails de la cérémonie. Voyez-vous, cher ami, le champagne Laurent Perrier doit se boire à sa juste température. Frais, mais non glacé. En quelque sorte frappé. À servir entre 7 et 8 degrés. Et surtout, dans la plus stricte intimité. J'espère que vous n'attendez plus personne ce soir. Champagne, Laurent Perrier. Et le producteur de la pub qui s'appelait Rudolf Rofi a eu l'idée, disent mais il y a quelque chose, il y a un marché là pour les Avengers pour refaire une nouvelle série. Donc ils ont fait les New Avengers avec, donc il y avait pour cette nouvelle série, il y avait des capitaux anglais, français et canadiens qui sont réunis pour pouvoir financer la série. Et donc, l'idée là, c'est le changement principal, c'est qu'on passe d'une dynamique de 2 à une dynamique de 3. Pourquoi? Parce que Patrick McNee a été un peu plus âgé déjà à l'époque. Et donc, les producteurs étaient inquiets, est-ce qu'il va rester crédit pour les scènes d'action? Donc là, ils vont avoir, ils gardent John Steed, ils mettent Purday, qui va être donc la Avengers Girl, qui est jouée par Joanna Lumley, qu'on connaît pour Absolutely Fabulous notamment. Et donc la troisième personne qui va être Gambit, qui va être interprétée par Gareth Hunt. Et donc au niveau du ton de la série, on est moins dans la fantasy, on est moins dans la fantasy, dans la science-fiction, même s'il y a quelques épisodes qui gardent un peu cette note, cette touche unique aux Avengers. Et là, donc, on va dans une série un peu plus classique, mais qui reste et comporte malgré tout de très bons épisodes, même si c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins séduit par rapport à la série d'origine, mais ça reste une série agréable à regarder. En 1987, il y a un projet pour une nouvelle série avec Patrick McNee et Diana Rigg qui a été annoncé, mais qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que même Patrick McNee avait dit que ce projet était là, qu'il avait donné son accord, mais ça fait partie des nombreux projets de revival autour de la série déjà, qui n'ont jamais vu le jour. Il y a eu, je pense, une dizaine de projets comme ça, comme il y a eu quelques projets sur le film avant que le film se fasse, et qui n'ont jamais, mais ça je dirais c'est un classique sur toutes les séries, il y a toujours des choses qui s'annoncent, puis qui se font plus, puis finalement ça se fait, donc ça arrive pour toutes les séries. En 98, Chapeau melon et bottes de cuir est ressuscité sous la forme d'un film avec Uma Thurman et Ralph Fiennes dans les rôles principaux. Emma Peel, doctor, atomic scientist, poet. How now, brown cow? Meteorologist, physicist, marksman. Are you paying attention? John Steed, agent, member of secret elite intelligence arm, traditional. Good morning, Constable. Stylish, reserved, lethal. Extraordinary crimes against the people and the state must be avenged by agents extraordinary.
time and place for everything? Quite. If we still have an enemy. Now is the winter of your discontent. Vient ensuite le film en 1998, l'année de la Coupe du Monde en France, avec Uma Thurman et avec Ralph Fiennes, qui sera apparemment un échec. J'ai pas souvenir moi parce que j'étais jeune, j'étais enfant presque. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à ça et un petit rapport de ce qu'il représente vis-à-vis de l'esprit de la série originale et pour les fans? Alors donc le film qui a été donc réalisé par Jeremiah Cheshire, qui a été produit par la Warner, sorti en 98. Moi, c'est un film que j'aime assez. Je sais qu'il est très critiqué, mais moi je l'aime assez ce film parce que déjà, il faut savoir que toute l'équipe technique du film était anglaise et on voit dans les décors, dans les accessoires, vraiment dans toute la partie technique du film qu'il y a un vrai respect, un amour de la série. Et on retrouve plein de clins d'œil par-ci par-là. Quand on connaît bien la série, quand on regarde le film attentivement, on voit que voilà, il y a vraiment un vrai amour de la série qui était derrière ce projet. Et ça se voit et ça se sent. Et je pense que la grosse erreur du film, ça a été le casting, malheureusement. Je trouve que Ralph Fiennes, c'est vrai que McNee était remplaçable, mais c'est vrai que Ralph Fiennes, c'est pas terrible. Uma Thurman, pareil, dans le rôle d'Emma Peel, elle est pas terrible non plus. Donc je dirais que Sean Connery est plutôt assez amusant et rappelle un peu les grands méchants de la série. Donc lui, il se débrouille pas trop mal, mais c'est vrai que ceux qui reprennent vraiment les deux rôles iconiques, ils s'y cassent les dents, mais j'aimerais dire malheureusement un peu forcément. Mais sinon, je trouve dans le ton du film, voilà, il y a un respect, il y a un amour de la série, on retrouve plein de choses, plein de clins d'œil, et ça c'est assez sympa. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas, voilà, en tant qu'adaptation de série au cinéma dans les années 90, il y a vraiment eu pire. Donc moi, c'est un film que j'aime bien, que je défends plutôt. Et à tout hasard, il y a des acteurs que tu aurais bien vus à leur place, justement, peut-être des acteurs britanniques pour le coup. Ou alors Uma Thurman est anglaise et je savais pas, je pensais qu'elle est américaine. Non, même pas, je crois qu'elle vient d'Australie, je sais plus. Mais est-ce qu'il y a des acteurs que tu t'aurais dit ah bah oui, non mais eux, on les aurait pris, bah ça aurait été bon? Ou pas forcément? Alors là, c'est une bonne question. Bon, oui, la question, j'aurais pu réfléchir, mais comme ça, tout de go, ouais. Non, mais encore une fois, c'est vrai que les deux acteurs incarnent tellement le rôle que c'était impossible. Puis ils incarnaient le rôle, ils incarnaient également une époque, ils incarnaient ce que représentait Londres dans les années 60. Donc c'était tellement de choses, c'était tellement fort. Et encore une fois, c'est vrai que McNee s'est tellement approprié le personnage et le personnage c'est tellement lui que c'est inimitable, quoi. C'est vraiment très dur. Même si peut-être d'autres auraient pu faire moins pire, c'est possible. Moins pire. C'est vrai que le challenge malheureusement était trop élevé. Alors, en quelle année la série a-t-elle débarqué en France? Donc la série est arrivée en France en 1967, donc en 2017 on fête les 50 ans voilà, de la diffusion de la série en France. On a commencé par la saison 4 avec l'épisode Meurtre par téléphone. Donc ensuite les saisons 4 à 6 ont été diffusées, donc c'était sur l'ORTF à l'époque. Et donc il y avait toujours quelques épisodes qui n'ont pas été diffusés, notamment de la saison 4 en noir et blanc, qui ont été diffusés dans l'émission Continental d'Alex Taylor, qui était une émission consacrée à l'Europe et à la production européenne sur France 3. Alex Taylor qui était un grand fan de la série et qui a lui-même ramené les épisodes de Londres. Il disait c'est pas normal, il a bien raison que les Français n'aient pas pu voir ces épisodes. Donc ils étaient diffusés en VOST pour le moment, donc c'est diffusé en VOST sur France 3. Voilà, et pour les premières saisons dont je te parlais, donc qui étaient tournées en direct, elles sont arrivées très très longtemps après, elles ont été diffusées sur 13e rue, la chaîne du Cap 13e rue, voilà, en 1998. Et ensuite il y a eu beaucoup de rediffusions, notamment sur M6 l'après-midi, c'était assez... Les après-midi, les samedis à 17h, je me souviens, avec Amicalement Vôtre à 18h. C'est comme ça que j'ai découvert la série. Et ensuite, plus récemment, il y a eu Arte qui a diffusé la super version remasterisée HD. Ils ont diffusé là également, ils ont repris l'ensemble de la série. Ça fait un sacré historique au niveau de la diffusion. Est-ce qu'il y a eu de la censure? Non, s'il y a des choses qu'il n'y avait pas, c'était juste car c'était ou pas possible, parce qu'on n'a pas genre les rushs, mais il n'y a pas eu de censure vraiment, on n'a pas découpé dans les épisodes. En France, non, il n'y a pas eu de censure. Il y a eu quelques parties, par exemple, je crois qu'il y avait une scène finale qui manquait pour l'épisode Remontons le temps. Il y a quelques petits trucs, mais ça ne correspondait pas à de la censure. Je crois qu'aujourd'hui, tout a été récupéré.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de censure. Ça reste quand même aujourd'hui, enfin à l'époque déjà, c'est une série très familiale, très peu de violence, il n'y a pas de sang, il n'y a jamais de sang dans la série, ça reste un univers assez ludique qui peut plaire à tout le monde, à tous les âges et qui n'a vraiment rien de choquant. Il peut y avoir par contre parfois dans les dialogues des petites références, etc. Mais bon, ça reste très léger. Donc c'est vraiment une série tout public. Et concernant le doublage de la série en France, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est vrai que moi, parce que j'aime bien les séries au cinéma, je ne suis pas très amateur de doublage en général. Mais c'est aussi vrai que c'est comme ça que j'ai découvert la série. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une qualité de doublage à l'époque, au bon vieux temps, avant, quand tout était mieux. Mais c'est vrai, là c'est vrai pour le doublage et pour cette série. Et notamment la voix de Jean Berger pour Patrick Macnee, pour le personnage de John Cena. Ce qui est aussi intéressant de voir avec le doublage, c'est que donc sur la saison 4, comme je te disais, seule une partie des épisodes avait été diffusée à l'époque de la première diffusion. Et que pour la sortie des épisodes en cassette vidéo, ils ont dû refaire le doublage. Et ce qui est étonnant, c'est que la voix de Jean Berger a une vingtaine d'années, je crois que c'est dans les années 90 qu'ils ont sorti la saison 4, a très peu changé. Mais par contre, pour Madame Peel, pour Diana Rigg, ils ont dû avoir une doubleuse différente. Donc c'est vrai que sur la saison 4, il y a deux doubleuses différentes pour le personnage de Madame Peel. Voilà, mais sinon dans le doublage, c'est vrai que c'est une des rares séries, peut-être comme Amicalement Vôtre, que je peux regarder doubler, ça me choque pas. Peut-être, c'est comme ça que je regarde la série quand j'étais gosse, et j'ai eu un peu l'habitude. Mais c'est vrai que pour les puristes, pour Chapeau Melon, mais pour l'ensemble, je conseille toujours la version originale sous-titrée. Je partage, je pense, le même avis sur le fait d'avoir découvert la série doublée et surtout en étant enfant. Ça apporte quelque chose, ça légitime, je pense, le doublage. Donc, la série se termine définitivement en 1977. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan du show? Vraiment, je dirais, au niveau du bilan qu'on peut faire de Chapeau Melon et de ce que la série a apporté à la télévision en général, c'est tout d'abord d'imposer un personnage féminin qui est l'égal du personnage masculin, qui est même parfois, même d'ailleurs souvent, plus intelligent, un peu plus malicieux et un peu plus finot que... Et plus forte aussi, non? Exactement. Et ça, je dirais que c'est vraiment l'apport principal. Et c'est vrai qu'avant, dans les séries, il y avait toujours, dans les années 60 quand même, donc ça restait une société assez patriarcale. Et donc c'est vrai que ça a été vraiment... Et je dirais ils l'ont fait mais sans retirer la féminité du personnage, quoi. Un peu ce qu'ils avaient raté avec Atiga d'une certaine manière, mais ce personnage reste intéressant. Là avec Emma Peel, puis Tara King, puis Purday ensuite, là ça s'est vraiment imposé. Je dirais que le deuxième changement important avec Chapeau Melon, c'est que la série a vraiment pu montrer qu'une série avec son format unique de 50 minutes, il pouvait aborder... n'était pas forcément invité à se cantonner dans son genre initial. Donc là, pour Chapeau Melon, c'était l'espionnage, mais ils ont fait des choses de science-fiction, de fantastique. Ils ont fait des pastiches, des épisodes qui sont vraiment des comédies. Donc ils ont un peu brossé tous les genres et ils ont montré. Et c'est vrai que par exemple, dans des séries, notamment dans X-Files, on retrouve cette capacité à se détacher un peu du genre initial pour explorer un peu d'autres aspects et d'autres styles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je dirais aussi ce qui est le plus intéressant dans Chapeau Melon, c'est dans son histoire, c'est sa révolution filmique. On est passé donc des premières saisons tournées en direct en vidéo, après on est passé au noir et blanc, après on est passé à la couleur, mais au-delà de ça, vous avez une série qui était au départ était uniquement pour le marché anglais, puis après qui s'est exportée en Europe, puis dans le monde entier. Donc c'est intéressant de voir un peu l'évolution de manière donc filmique, technique, mais également un peu commerciale de la série, qui reste encore aujourd'hui la série anglaise la plus vendue dans le monde. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait que Chapeau Melon et Bottes de Cuir soient considérés comme attention, je crois que c'est série le mot qui suit. Tout à fait, la série british par excellence et l'aura qu'elle dégage dans le monde malgré son âge. Parce que Chapeau Melon, c'est vrai qu'il y avait, c'est une série qui, même quand on la regarde aujourd'hui, on se dit qu'elle aurait pu être tournée hier, qu'elle prend place un peu dans les 60, mais c'est vrai que c'est une série vraiment intemporelle, qui n'a pas de marqueur temporel. Il n'y a pas, par exemple, comme X-Files, des téléphones portables gros comme ça. C'est vrai que c'est une série qui est un peu hors du temps, qui a construit progressivement et qui est vraiment dans son propre univers détaché. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle vieillit très bien. Et au niveau donc de son aspect britannique, c'est vrai que c'est principalement, je dirais, via John Steed qui incarne vraiment le gentleman anglais un peu folklorique, un peu comme chacun s'en fait son image. Et c'est vrai que ça, il l'incarne absolument parfaitement. C'est vrai qu'il y a aussi donc toute l'ambiance un peu londonienne, donc voilà, comme on peut voir ici. Et enfin, il y a beaucoup de la culture britannique qui est présente, notamment il y a un épisode de saison 4 qui est centré autour de Charles Dickens.
Et il y a plein de voilà, il y a vraiment la culture britannique est omniprésente dans la série. Mais encore une fois, c'est la culture britannique voilà, qui était valable il y a 50 ans, qui sera valable dans 50 ans, c'est quelque chose qui restera. Donc encore une fois, qui fixe pas la série dans une temporalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de budget, hein, approximativement, donc par exemple pour un épisode ou pour même une saison entière, et quels étaient les salaires des acteurs respectifs? Alors donc le budget de la série était à l'époque entre 50 000 et 60 000 livres par épisode. C'était donc là je parle des dernières saisons, des saisons 5 et 6, je pense que les premières saisons on aurait pu les financer nous sans problème avec nos économies. Et donc c'était une des séries les plus chères, c'était l'une des séries les plus chères de l'époque. Donc je pense, je ne saurais pas dire combien avec l'inflation ça fait aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra ajouter ça, il faut regarder. Mais c'était entre 50 et 60 000 livres et c'était donc là une des séries les plus chères de l'époque, donc notamment grâce au financement américain, au financement européen, etc., aux ventes à l'étranger, etc., etc. Au niveau des salaires, donc faut dire que John Steed, qui était donc Patrick Matney, qui était là depuis le début de la série, était donc forcément le mieux payé. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'il avait négocié dans son contrat d'avoir 2,5% des royalties sur l'ensemble de l'exploitation de la série. Ça peut expliquer pourquoi, au-delà de son attachement personnel, il a toujours été très présent pour faire vivre la série. Il était là par exemple en France quand les DVD sont sortis, il a écrit des livres. Voilà, il était toujours très impliqué dans la vie de la série parce qu'il avait des intérêts directs à l'être. Au-delà, je pense, d'un amour réel qu'il avait pour la série. Et enfin, Diana Rigg. Donc Diana Rigg, ce qui était assez amusant, c'est que pendant la saison 4, elle s'est rendue compte qu'elle était moins payée que le caméraman, donc elle s'est dit merde. C'est pas vrai! Oui, tout à fait, oui. On va peut-être falloir renégocier. Et après, mais bon, je pense qu'après, donc ils l'ont bien augmenté pour la saison 5 avec les bonnes ventes et notamment la vente aux États-Unis. Mais bon, voilà, malgré cela, elle n'est pas restée parce qu'encore une fois, comme je te disais avant, pour elle, le finance, c'était bon, c'était important, bien évidemment, comme ça l'est pour tout le monde, mais c'était pas l'essentiel. Je suis choquée par la révélation, excusez-moi. Elle était moins payée que le cadreur. La parité salariale. Hein. Mais oui, mais c'est ça, comme quoi, voilà, effectivement, c'est intemporel, hein, cette série. Et tous les contextes qui vont avec. Alors, qu'est-ce que Brian Clemens a apporté à la série? On est d'accord, c'est le scénariste, c'est ça? Alors, donc Brian Clemens, c'était le scénariste et sur les premières saisons et ce qu'on dirait showrunner aujourd'hui, producteur exécutif. C'est un peu par rapport à ce que je te disais, donc au niveau de la temporalité, c'est lui qui a choisi de placer la série dans cet univers un peu surréaliste et de mettre et très anglais. Donc c'est vraiment lui qui a apporté cette touche, voilà, cette singularité à l'univers de Chapeau melon et bottes de cuir. Et la deuxième chose qu'il a apporté, c'était voilà, cette capacité d'aborder plusieurs genres, donc le fantastique, la science-fiction, l'horreur, l'espionnage, etc. Au-delà du simple genre de départ. Au départ, c'était principalement un polar puis une série d'espionnage. Mais lui a vraiment réussi à augmenter un peu le spectre de la série. Donc c'est deux apports principaux. Et concernant les autres personnes, genre derrière la caméra, et qui ont marqué le show, là on me donne des noms, il y a des indices, genre Don Lever, Charles Crichton, Ray Austin, par exemple. Et pour les musiques, les musiques originales, les génériques. Oui, les musiques, on en a parlé tout à l'heure, c'était Johnny Dankworth et Laurie Johnson. C'est notamment les scénaristes, et c'est vrai que c'était un peu des scénaristes, les meilleurs scénaristes de l'époque qui travaillaient justement sur Doctor Who dont tu parlais, mais le 5, on travaille après sur Amicalement Vôtre, les professionnels. Ouais, c'est vrai, donc il y a Brian Clemens qui a réalisé beaucoup de mes épisodes préférés, notamment Caméra meurtre dans la saison 5, qui est un épisode absolument exceptionnel. Il y a également Roger Marshall qui était très présent sur la saison 4, qui a réalisé un autre de mes épisodes préférés qui s'appelle L'heure perdue et que je te recommande, je ne sais pas si tu l'as vu. Et il y avait d'autres scénaristes comme Denis Spooner. Et donc c'est vrai que derrière, donc, à l'écriture, Chapeau melon est vraiment les meilleurs professionnels de l'époque. C'était le cas aussi donc, derrière la caméra. Donc il y avait Don Lever, Charles Crichton, qui étaient vraiment parmi les meilleurs réalisateurs à l'époque, des années 60. Et c'est vrai qu'au-delà de Chapeau melon de cuir, c'est une qualité qui se ressentait sur toutes les séries, Le Saint ou même Amicalement Vôtre ensuite. Voilà, il y a vraiment une vraie qualité à la télévision anglaise de l'époque. Alors, est-ce que tu as quelques petites anecdotes sur la série en elle-même, par exemple des acteurs qui auraient dû jouer un personnage et qui n'ont pas été pris? Tu as peut-être des choses à dire là-dessus. Ou comme par exemple la légende disant que Patrick Matney avait eu une aventure avec chacune de ses partenaires à l'écran. Est-ce que c'est vrai, en plus d'avoir un très bon salaire? Non, je sais pas. Il reste silencieux, je pense que c'est une question compliquée. Non, pas du tout. Non,
Donc Patrick McNee, non, n'a jamais d'aventure avec ses partenaires. Par contre, il s'est marié avec Catherine Woodville, qui jouait l'assistante, l'infirmière dans la saison 1, qui était sa première femme, je crois. Mais donc avec ses partenaires connus, donc Diana Rigg, que ce soit Linda Thorson ou Jana Lumley plus tard, non, il n'a jamais eu d'aventure. Mais il s'est toujours très très bien entendu avec elle. C'est vrai que par exemple Diana Rigg avait fait une conférence il y a 1 ou 2 ans, je crois, à la BFI, où elle était revenue sur la série. Et on voyait vraiment, il me disait, mais Patrick McNee, voilà, il connaissait bien la série, moi je suis arrivé au milieu, il m'a tout expliqué, il m'a toujours défendu, etc. Et donc on voyait que vraiment il y avait un vrai attachement de elle envers lui. Parce que c'est vrai qu'elle elle débarquait de la télé, elle avait fait du théâtre avant, donc c'est vraiment McNee qui lui a tout expliqué. Et rebelote après pour Linda Thorson, qui était pareil, qui était une jeune actrice inexpérimentée quand elle a le rôle de Tara King pour la saison 6, et qui a dit, bah voilà, c'est Patrick McNee qui m'a aidé pour les négos, qui m'a aidé pour les tournages, etc. Donc c'est vrai que voilà, toutes les actrices qui ont travaillé avec lui ont toujours des choses très positives à dire sur lui. Et au niveau des anecdotes, il y a quelques anecdotes qui sont assez intéressantes, notamment par exemple que Mrs. Peel au départ ne devait pas être jouée par Diana Rigg, mais par une autre actrice. Et je crois qu'ils avaient commencé à tourner quelques épisodes, ce qui paraît un peu impensable aujourd'hui. Et après 1 ou 2 épisodes, ils se disent, ah bah merde, ça fonctionne pas. Donc ils ont viré la pauvre actrice, qui s'appelait Elisabeth, je me souviens plus. Elisabeth quelque chose, ils ont viré la pauvre actrice, ils ont donc retourné les épisodes avec Emma Peel. Une autre anecdote intéressante aussi, c'est que, et pareil, là c'est étonnant, je sais pas pourquoi, mais Brian Clemens a été viré de la série en début de saison 6. Tout à fait. Il a été remplacé par quelqu'un qui travaillait sur les premières saisons, qui s'appelle John Bryce, et qui a donc fait le casting de Linda Thorson, et qui souhaitait revenir à un ton plus réaliste. Et là, le fait est que ça n'a pas marché du tout, donc pareil, là ils l'ont viré, ils ont rappelé Brian Clemens, ils ont dit donc remets-nous ça en route. Et là ils avaient tourné des épisodes déjà. Donc Brian Clemens s'est à la fois fait imposer Linda Thorson. Je crois qu'il y a une chose sur laquelle il n'a jamais trop accepté, même jusqu'à sa mort, le pauvre. Et ensuite ils ont dû un peu retourner des épisodes. Ils ont même fait déjà un épisode un peu clip show. Je sais pas si tu vois ces épisodes où on prend des petites bribes d'autres épisodes. On essaye de faire, voilà. C'est notamment dans Friends, ils ont fait beaucoup ça. Ça se fait pas beaucoup, mais des sitcoms font ça. Et donc voilà, il y a un épisode qui s'appelle Homicide des vieilles dentelles de la saison 6, qui a un clip show, donc qui reprend un peu ce qui avait été tourné avec lui et en essayant que ça ait une certaine cohérence. C'est un des épisodes qu'elle est moins apprécié aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Ok, donc pas de coucherie, très bien. C'est le seul truc que j'ai bien retenu. Sur quel support est-ce on peut trouver la série et quelle saison est-ce que tu pourrais recommander d'ailleurs aux gens qui la connaissent pas et qui auraient envie de la découvrir? Alors donc au niveau des supports, la série est disponible en DVD et en Blu-ray. Moi je conseille vraiment le Blu-ray parce que c'est vrai que la qualité est fantastique, donc c'est en version HD. Comme je t'ai dit, donc c'était tourné sur support film, donc ils ont vraiment fait un travail de Voilà, exactement. Ils ont repris donc les masters, ils ont tout remis ensemble, ils ont toiletté. C'est vrai que l'image est absolument sublime. Donc je peux, excuse-moi, je peux que conseiller l'achat des Blu-ray et qui ont en plus quelques bonus assez sympas. Puis il y a la VO, etc. Et au niveau des saisons, écoute, moi je dis toujours le mieux c'est de commencer par la saison 5. Ça donne vraiment un panorama assez complet de la série. C'est la plus connue. Bon, de toute manière, c'est pas une série très longue. Hein, c'est pas. Mais bon, je dirais que pour ceux qui connaissent pas la série, je dirais commencer par la saison 5 et je dirais commencer par l'épisode peut-être Caméra Meurtre que j'aime vraiment beaucoup. Commencer par l'épisode Le Village de la Mort. Voilà, cette saison 5 ou Le Joker. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une série qui peut tellement changer d'épisode en épisode, il n'y a pas vraiment d'épisode parce que voilà, c'est d'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer. Mais pour une saison, je dirais aller sur la 5 et acheter les Blu-ray qui sont sublimes. Il n'y a pas forcément un fil rouge qu'il faut absolument suivre non plus, enfin ça peut se prendre un petit peu dans n'importe quel sens. Exactement, oui, c'est des histoires fermées. Le seul épisode un peu fil rouge, c'est l'épisode Ne m'oubliez pas qui fait la transition entre personnages donc d'Emma Peel et de Tara King qui va embrayer sur le reste de la saison 6. Mais sinon voilà, c'est vraiment une série qui peut se regarder individuellement, il n'y a pas du tout de continuité ou d'ordre. Sur la saison 6, il y a un peu en sous-texte l'évolution de Tara King qui va évoluer, qui est au départ donc une jeune espionne expérimentée qui va progressivement évoluer. Ça peut s'apprécier comme ça, se regarder dans l'ordre, mais c'est pas essentiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le merchandising? Donc on a parlé des DVD, des Blu-ray. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des CD, des répliques de voitures, des maquettes, des goodies, la littérature, enfin tous ces petits produits qui sont sortis sur la série? Alors donc c'est vrai que la bande originale de la série est sortie. Il y a eu deux CD. Et c'est vrai que sur le monde des Avengers, les gens, je fais un petit peu de pub, il y a une fac qui revient un peu sur ça, les goodies, la musique. Au niveau des livres, il y en a beaucoup qui sont sortis. Moi, je pense celui qui fait vraiment référence, c'est le livre de Didier Liardet,
aux éditions Léris qui s'appelle Le Chapeau, les bottes de cuir au royaume de l'imaginaire, qui est pour moi le meilleur livre sur le sujet. Je peux également recommander le livre spécial qu'a fait Patrick Macnee qui s'appelle The Avengers and Me, où il raconte plein d'anecdotes, c'est passionnant sur la série. Et voilà, moi je dirais vraiment, je recommande ces 2 livres. Après, c'est vrai que pour les goodies, moi je suis moins acheteur, donc ça je pourrais pas te dire, mais je renvoie à la fac qu'on a fait sur le site où il y aura tout. Désolé. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des trucs particuliers qui ont été mis en place pour les 50 ans de la série en 2011 ? Oui, tout à fait. Il y a fait une réunion qui avait été faite. Il y avait une réunion qui avait été faite pour les 50 ans de la série avec les fans. Je crois que c'était ici en Angleterre. Et ils avaient invité, je crois, si mes souvenirs sont bons, Linda Thorson, donc qui était venue, Brian Clements. Je crois qu'il y avait même Honor Blackman. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc voilà, il y avait ce petit événement qui avait été organisé pour les 50 ans de la série. Tout à fait. Avec les gens qui restent encore en vie, parce que mine de rien, le temps passe. On va en parler, mais il y a Patrick Macnee donc, qui a disparu. Il y a Brian Clements, mais sinon, il y a pas mal de gens qui sont encore là. Dieu merci. Car justement, c'est très bien. On y vient donc. Patrick Macnee qui nous a quittés en 2015. Un petit mot sur sa mort ? Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit en plus en force, donc ça prouve qu'il y a quand même là une vraie popularité toujours de la série. C'est vrai que d'une certaine manière c'est un peu Jon Steed qui est mort, parce que c'est vrai que Patrick Macnee et Jon Steed c'était tellement lui le personnage que voilà, c'est un peu Jon Steed qui nous a quittés. Mais c'est vrai que bon, il nous reste Chapeau Melon, et avec le bonheur du support pellicule et du support Blu-ray, on va pouvoir continuer à le voir encore et encore. Donc il va nous survivre à sa mort, mais c'est vrai que voilà, c'était une grande perte. Mais bon, et puis en plus, c'est vrai qu'en plus de Chapeau Melon et Bottes de cuir, il a quand même fait une belle carrière. Il a fait le James Bond Dangereusement Vôtre, où il est remarquable. Il a fait voilà, quelques films plutôt sympas par-ci par-là. Mais c'est vrai, voilà, c'était bien triste, ça m'a fait beaucoup de peine. Et moi, je suis triste aussi de l'avoir appris. Merci beaucoup, Steed 3003. J'espère que ça vous a appris beaucoup de choses. Quels souvenirs les protagonistes gardent-ils de la série ? Linda Thorson, alias Tara King, nous répond dans notre interview exclusive. Et bonjour tout le monde qui souvenir toujours. Chapeau Melon et Bottes de cuir, et Tara King, et tous les grands vedettes qui étaient dans le feuilleton, et les réalisateurs, et tout. Merci d'être toujours là pour nous. Merci. Très grosse bise. Mouah. Ah, je pense, je suis pas sûre. Est-ce que je peux parler anglais? Oui, bien sûr. Okay, so I don't know if the Avengers would work anymore because the spy vogue, it's very different now. You would have to talk about the internet, and it's not simple like Interpol or spies between two countries. There's now so many secrets, the governments, everything is so different. So I don't think the same format could possibly work. And anyway, women now have taken over the world. So it's not so interesting that a man and woman are equal anymore. Mais c'est dommage parce que c'était très petit particulier. Mais c'était pour l'époque de 60. If there was another Avengers series, I think that I should play the character like Judi Dench, like M in the Bond movies. So I would be the head of in the background, the older woman who they answer to, the boss. And then the younger people would be the agents, the man and woman, and they would go and do their job. And I would be the boss. I would take it if I could be the boss. Thank you so much. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Face S. Bye! Bonjour à tous, je suis Caroline Ségara, je vous présente Face S numéro 4 consacré à Chapeau Melon et Bottes de cuir. Et pour cela, nous avons fait le déplacement tout spécialement à Londres.